Au pied de l'Himalaya, à quelques kilomètres de la frontière avec la Chine, la ville de Trishuli Bazar, 10 000 habitants, est l'une des rares touchées par les inondations à être encore accessible par la route. Mais une coulée de boue nous empêche d'aller plus loin. Ici, là où le sol devient impraticable, des dizaines de personnes s'amassent, comme ce commerçant, sans nouvelles de son frère depuis hier. Il est venu de Katmandou, dans l'espoir de le retrouver. Quand je vois un tel décor, je me dis que jamais je ne retrouverai son corps. Jamais je ne le reverrai en vie. À Trishuli Bazar, certains habitants ont eu plus de chance. Ils ont été informés par haut-parleur 10 minutes avant de l'arrivée de la vague. Cette femme a eu le temps de se mettre à l'abri sur son balcon. On a vu la vague arriver du coin de la montagne. La vague, le flot, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vu. Ma maison s'est mise à trembler, comme pendant un tremblement de terre. Depuis hier, ce fleuve ne cesse de charrier les corps des victimes qu'il a engloutis. Dans le ciel, les hélicoptères transportent des rescapés qui ont survécu au drame, quelques mètres en amont dans la vallée. Comme ce jeune homme qui travaillait comme ouvrier sur un site qui a été épargné. Mes jambes en tremblent encore. Il a entendu la vague, mais lui se trouvait un peu plus haut. Il n'a plus de nouvelles de ses collègues qui travaillaient dans les bureaux. Dans les bureaux, personne n'a survécu. Au moins une cinquantaine de personnes sont mortes. Des ingénieurs, des ouvriers. Je suis encore ici par la grâce de Dieu, mais tant d'autres ont été tués. D'après les autorités népalaises et certains experts, la région touchée par ces terribles inondations n'est toujours pas sécurisée. D'autres glaciers proches de celui qui a déjà fondu pourraient fondre à leur tour. Retrouver des survivants, c'est donc l'urgence absolue, mais dans ce relief, les routes sont coupées, les ponts détruits, les communications interrompues. Certains secteurs ne sont accessibles que par hélicoptère. Soldats, secouristes et chiens de recherche sont donc mobilisés. Le temps presse. Peggy Moget, Enzo Venuto, Elodie Delevoye. Allongée dans la pelle d'un engin de chantier, une vieille dame au bord de l'épuisement. Une miraculée prise en charge par les secouristes. Son regard traduit toute sa reconnaissance. Au milieu du chaos, des survivants méconnaissables, comme pétrifiés par cette boue dévastatrice. Ils sont évacués par hélicoptère, seul moyen d'accéder aux zones les plus sinistrées. Réfugié sur le toit de cet immeuble, un rescapé fait des signes à un pilote qui vient le secourir. La manœuvre est périlleuse, mais il faut faire vite. Le bâtiment menace de s'effondrer à tout moment. Au sol, les militaires évoluent péniblement. Dans plus d'1 mètre de boue par endroit, ils extraient les habitants sur leur dos. Ceux qui ont réchappé à la catastrophe mesurent aujourd'hui leur chance. J'ai reçu l'appel d'un ami qui vit plus haut dans la vallée vers 9 h hier matin pour me dire que beaucoup d'eau arrivait, qu'il fallait partir, qu'aucun bâtiment n'allait résister. Tout a été détruit en 15 minutes. Il ne nous reste plus rien. Les blessés sont tous transférés en avion vers l'hôpital de Katmandou, où les familles, plongées dans l'angoisse, affluent depuis hier dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches. Officiellement, plus d'1 millier de personnes manquent toujours à l'appel. Des disparus peut-être prisonniers sous cette mer de boue. Les spécialistes des catastrophes naturelles redoutent un bilan humain extrêmement lourd. La personne qui survit miraculeusement à cette coulée de boue va se retrouver enveloppée dans un sarcophage de boue, de terre qui se réduit progressivement sur lui. Et là, ça va être extrêmement, mais alors extrêmement difficile à secourir. Parmi les personnes toujours injoignables, 4 ressortissants français. Ce soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu ne cache pas son inquiétude. Je ne veux pas en dire plus parce que des familles attendent, mais vous le savez, plus le temps passe, en pareilles circonstances, plus évidemment on peut être pessimiste. Le nom de 3 de ces Français a été transmis aux autorités par une compagnie qui organise des randonnées dans l'Himalaya. Au Quai d'Orsay, une cellule de crise s'active depuis le drame. On est naturellement, que ce soit nous ou notre ambassade à Katmandou, au Népal, en contact avec les familles, on est en contact avec les tour opérateurs, on essaie de trouver des témoignages de gens qui puissent dire s'ils les ont vus, etc. Donc ce travail est en cours et puis naturellement on est en contact avec les autorités népalaises. 90 touristes américains et 178 Indiens sont aussi portés disparus.
L'Inde qui se prépare à envoyer un fort contingent de secouristes et des tonnes d'aide humanitaire au Népal. Tout s'est donc joué en quelques minutes. À partir des caméras de surveillance, des vidéos amateurs et des vues satellites, nous avons reconstitué le déroulement de la catastrophe, séquence par séquence, minute par minute. Les comparaisons avant-après montrent une vallée devenue méconnaissable. Voici donc le film complet de ce basculement. Luc Lacroix avec la cellule des révélateurs de France Télévisions. Au lendemain de la catastrophe, les images amateurs permettent de mieux mesurer l'ampleur de la vague qui a ravagé le Népal. Maisons englouties, en bas de l'image, habitants qui tentent de fuir. Surtout, cette vidéo, nous l'avons localisée. Et grâce aux images satellites, nous avons pu déterminer que dans ce village, le lit s'est élargi d'au moins 300 mètres. Tout est parti de ce glacier, dans le nord du Népal, non loin de la Chine. Sur ces images satellites, on constate que tout un pan du glacier s'est effondré. En tombant, il a fait trembler le sol, 5,2 de magnitude. Le phénomène reste à déterminer avec précision, mais la glace détachée s'est ensuite mélangée avec des rochers, de l'eau et de la terre, créant ce que l'on appelle une lave torrentielle. Une vingtaine de kilomètres en contrebas, ce poste frontière entre la Chine et le Népal est touché 7 minutes plus tard. L'eau emporte tout. Vitesse à cet endroit, 150 km/h. Un peu plus bas, ces ouvriers n'ont que quelques instants pour escalader les parois. La vague est si puissante qu'elle parvient à remonter à flanc de montagne. Puis elle continue sa course jusqu'au village de Betrawati. C'est ensuite au tour de celui de Trishuli. Là, la surprise des habitants, puis leur panique. Le pont emporté d'un seul coup, l'eau qui semble arriver de tous côtés. À ce moment-là, la vague a déjà déferlé sur plus de 80 km. Et ce n'est pas fini. Plus bas, l'eau peut un peu s'étaler, elle ralentit, mais elle a toujours assez de force pour faire rouler cet énorme rocher. Et la catastrophe n'est peut-être pas terminée. Les autorités népalaises ont prévenu. Avec les débris charriés par la vague, un lac de 110 000 mètres carrés s'est formé. Il menace à son tour de céder. Et cette catastrophe pose une question jusque dans les Alpes françaises. Peut-on repérer à temps les dangers liés aux glaciers? Exemple à Tignes, où celui de la Grande Motte a créé un lac qui pourrait se vider brutalement. Alors comment le surveille-t-on? Comment surveille-t-on ces glaciers en France pour éviter une telle catastrophe? Reportage Mathilde Gracia, Étienne Prigent et Marjorie Nadal. À 2800 mètres d'altitude, c'est un glacier sous haute surveillance. Il fond de plus en plus vite et menace la commune en contrebas, Tignes. La fonte de la glace s'accumule pour former ce lac qui grossit depuis 15 ans. Une épée de Damoclès. Si une grande quantité d'eau s'échappe de ce mur de glace, elle peut tout dévaster. Avec la puissance, elle emporte tout sur son passage et donc entraîne de la boue, des pierres, des rochers et plein d'éléments qui font que ça peut être dangereux à un moment donné. Sur le glacier, c'est un chantier permanent pour vider le lac petit à petit. La mairie a dépensé plus d'1 million d'euros cette année. C'est un peu pernicieux, on ne sait pas à quel moment ça peut se produire. C'est pour ça que maintenir en permanence un volume faible, ça nous garantit de la sécurité à l'aval. Capteurs, caméras, stations météo, le glacier de Tignes est de plus en plus scruté. 5 autres sont très surveillés dans les Alpes. Le Grand Marché, les Bossons, Tête-Rousse, le Tacona près du Mont-Blanc ou encore celui de Bonne-Pierre. Ici, la catastrophe a déjà eu lieu en juin 2024. Le village de La Bérarde, submergé par une vague torrentielle. Conséquence de la vidange d'un lac glaciaire et de très fortes pluies. Ces touristes belges avaient été évacués après 7 heures d'angoisse. On entendait les cailloux qui cognaient sur la paroi arrière du chalet. Et on se dit, mais est-ce que ça va tenir le coup, quoi? Un an plus tard, encore plus spectaculaire, tout un pan de montagne s'effondre en Suisse.
Le village de Blatten, qui ressemblait à ça, a presque disparu. Alors ces communes dans les Alpes sont elles aussi exposées que dans l'Himalaya? On a des phénomènes qui sont d'ampleur bien moindre. On a des volumes d'eau stockés qui sont bien inférieurs, 100 ou 1000 fois plus faibles. Par contre, on a des vallées qui sont beaucoup plus urbanisées, donc potentiellement un risque équivalent. Une menace qui s'aggrave avec le réchauffement climatique. En 25 ans, les glaciers français ont perdu 40% de leur masse.